Sur Terre, il ne reste presque plus d'endroits où règne un silence absolu. Mais l'île de Tristan da Cunha est l'un de ces rares paradis du calme. À en croire les quelques voyageurs qui s'y sont rendus, le silence est si profond qu'on pourrait presque entendre l'herbe pousser. Après avoir arpenté ses côtes escarpées et prêté l'oreille au son de l'herbe qui pousse, même l'unique village de l'île peut paraître bruyant à un voyageur. La population de ce village est si réduite qu'elle tiendrait entièrement dans un seul petit immeuble de 3 à 5 étages. De plus, habitués au climat rude de la zone des latitudes tempétueuses, connue sous le nom de 40e rugissant, les habitants de ce village ne sont pas du genre à beaucoup parler. Ils préfèrent une vie paisible, loin de la civilisation, et n'accueillent pas particulièrement les étrangers à bras ouverts. C'est le mode de vie qu'ils ont choisi. Bonjour à tous. Ce village, appelé Edinburgh of the Seven Seas, se trouve sur l'île de Tristan da Cunha, l'un des endroits les plus isolés de la planète. Il est difficile d'imaginer à quel point l'archipel de Tristan da Cunha est éloigné de toute autre terre habitée. Il se situe à 2437 km de l'île de Sainte-Hélène, à 2816 km du Cap, en Afrique du Sud, et à 3360 km de l'Amérique du Sud. C'est pourquoi il est loin d'être facile de venir troubler la tranquillité des habitants d'Edinburgh of the Seven Seas. Mais si vous parvenez à atteindre cet endroit, le spectacle qui vous attend restera certainement gravé dans votre mémoire pour le reste de votre vie. Bienvenue sur Perduchan. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir cette île ensemble le temps d'une courte visite. C'est parti! Une île au milieu de l'océan. L'archipel de Tristan da Cunha se situe dans l'Atlantique Sud, à proximité de la zone de latitude surnommée les 40e rugissants. Outre l'île principale de Tristan da Cunha, l'archipel comprend les îles Nightingale, Middle et Stoltenhoff, qui forment l'archipel Nightingale, ainsi que les îles inaccessibles et Gauss. Parmi elles, Tristan da Cunha est la plus grande et la seule île habitée en permanence. L'île Nightingale, ainsi que les petites îles Middle et Stoltenhoff, se trouvent à environ 40 km de l'île principale. Un peu plus loin se situe l'île Inaccessible, tandis que l'île Gauss se trouve à 350 km de là. L'île Nightingale est connue pour abriter une immense colonie d'oiseaux marins. Fidèle à son nom, l'île Inaccessible est entourée de falaises abruptes pouvant atteindre 300 mètres de hauteur, ce qui en fait l'une des îles les plus difficiles d'accès au monde. Grâce à son isolement presque total du monde extérieur, elle a préservé une importante population de râles d'inaccessibles, un oiseau rare incapable de voler. Enfin, l'île Gauss, la plus éloignée de Tristan da Cunha, est célèbre dans les milieux scientifiques comme l'un des plus grands sites de reproduction d'oiseaux marins au monde. Bien qu'elle ne possède aucun habitant permanent, une station météorologique sud-africaine y fonctionne depuis de nombreuses années. Toutes ces îles sont d'origine volcanique et sont, d'un point de vue géologique, relativement jeunes. Tristan da Cunha est la plus grande île de l'archipel qui porte son nom. En fait, cette île n'est autre que le sommet d'un gigantesque volcan sous-marin qui s'élève jusqu'à 2062 mètres au-dessus du niveau de la mer. Son point culminant est le Queen Mary Peak, reconnaissable à son cratère de forme elliptique. Ce volcan est toujours classé parmi les volcans actifs. Sa dernière éruption ayant causé d'importants dégâts remonte à 1961. Ceux qui viennent à Tristan da Cunha en espérant découvrir un paradis de climat subtropical, de plages magnifiques et de palmiers exotiques risquent fort d'être déçus. Ce qui les attend ici, c'est un climat océanique rude, venteux et pluvieux, avec une température moyenne annuelle d'environ 15 degrés. Certes, les températures ne descendent pratiquement jamais sous zéro, mais même en été, elles atteignent rarement 25 degrés. En revanche, les vents forts, le ciel couvert et les journées de pluie sont monnaie courante. La végétation n'y est pas particulièrement abondante non plus. Les pentes escarpées et rocheuses sont principalement couvertes de plantes vivaces endémiques. Les zones planes sont extrêmement rares sur l'île, et les 2/3 de son littoral sont constitués de falaises abruptes contre lesquelles les vagues viennent se fracasser sans relâche. Après tout, peut-on vraiment espérer un temps clément au cœur des éternels et déchaînés 40e rugissants? Edinburgh of the Seven Seas.
Si le canal de Suez avait été ouvert non pas en 1869, mais environ 4 siècles plus tôt, il est difficile de savoir quand l'archipel de Tristan d'Acunha aurait été découvert. Il se trouve en effet à une distance extraordinaire de la terre habitée la plus proche. Dans les faits, avec l'île de Sainte-Hélène, il se situe presque idéalement sur la route maritime reliant l'Asie à l'Europe. Dans d'autres circonstances, Tristan d'Acunha aurait très bien pu devenir, tout comme Sainte-Hélène, l'une des bases avancées de l'expansion européenne dans l'hémisphère sud. Pourtant, cela ne s'est jamais produit pour une raison très simple. Contrairement à Sainte-Hélène, l'île ne possède aucune baie suffisamment abritée pour permettre aux navires d'y mouiller en toute sécurité. C'est pourquoi le navigateur portugais Tristão da Cunha, qui découvrit l'île, ne put même pas y débarquer en 1506. Les côtes étaient beaucoup trop escarpées et les vagues qui s'y brisaient bien trop violentes. Pourtant, il donna son propre nom à l'île, et celui-ci, après avoir connu une courte période d'interruption, est parvenu jusqu'à nous. Puis, près de 3 siècles après son apparition sur les cartes, les premiers habitants permanents finirent enfin par s'y installer. Fait surprenant, le premier colon ne fut pas un Britannique, mais un Américain nommé Jonathan Lambert. Débarqué sur l'île à la fin de l'année 1810, il se proclama rapidement souverain du territoire et rebaptisa sa base Reception, tout en donnant à l'ensemble de l'archipel le nom d'Islands of Refreshment. En apprenant l'existence de cet audacieux colon, le gouverneur de la colonie britannique du Cap lui proposa de placer l'île sous la protection du Royaume-Uni. Certaines histoires racontent que cet habile Américain accepta volontiers de hisser le drapeau britannique, mais il est tout à fait possible qu'il s'agisse d'un récit arrangé par les Britanniques eux-mêmes. En effet, Lambert n'eut guère le temps de profiter de son statut. En 1812, il mourut mystérieusement à bord de son embarcation alors qu'il était en pleine partie de pêche. Aujourd'hui, une telle mort soulèverait sans doute de nombreuses questions et bien des soupçons. Mais cela relève de notre regard moderne. Nous ne connaîtrons probablement jamais la vérité sur cette affaire, mais l'île retrouvera rapidement son nom d'origine. En 1816, le Royaume-Uni établit officiellement sa souveraineté sur l'île. Cette décision répondait cependant à des circonstances tout à fait particulières. Les Britanniques craignaient que la France ne tente à nouveau de libérer Napoléon Bonaparte, détenu sur l'île de Sainte-Hélène, et cette inquiétude n'était pas sans fondement. Afin d'éviter toute mauvaise surprise, ils décidèrent d'installer une garnison militaire sur cette île située à plus de 2000 km du lieu d'exil. Si le Royaume-Uni occupa Tristan d'Acunha en 1816, c'était précisément parce qu'il craignait que l'île ne serve de base à une opération visant à secourir Napoléon depuis Sainte-Hélène. Cependant, dès l'année suivante, en 1817, la garnison fut retirée. Une partie des soldats choisit néanmoins de rester sur place, formant ainsi le noyau de la future communauté insulaire. Les premiers véritables habitants permanents furent donc principalement des sujets britanniques, soldats, marins et quelques volontaires. Par la suite, la composition de la population évolua progressivement. Des Écossais, des Américains et des Italiens vinrent s'y installer, rejoints par des habitants de Sainte-Hélène, pourtant situés à quelques 2500 km, ce qui relativise la notion de voisinage, ainsi que par quelques Africains. Toutefois, peu de personnes étaient prêtes à supporter durablement les conditions de vie difficiles de cette île, et beaucoup finirent par repartir. Malgré tout, les liens entre les habitants et leur lointaine mère patrie demeurèrent solides. Aujourd'hui, Tristan d'Acunha fait partie du territoire britannique d'outre-mer de Sainte-Hélène, Ascension et Tristan d'Acunha, et l'île est administrée par un représentant nommé par le ministère britannique des Affaires étrangères, lequel agit au nom de la couronne sous l'autorité du gouverneur de Sainte-Hélène. La gestion locale est assurée par un conseil insulaire présidé par cet administrateur. 8 de ses membres sont élus, tandis que 3 autres sont nommés. En parallèle, les habitants élisent également un Chief Islander, qui représente la communauté locale. Fait intéressant, les familles qui constituent le cœur de la communauté insulaire sont souvent apparentées entre elles. On y trouve traditionnellement que 7 noms de famille: Glass, Swain, Green, Rogers, Hagan, Lavarello et Repetto. Cela dit, ces dernières années, on voit apparaître progressivement quelques habitants portant d'autres noms de famille. Pourquoi des 7 mers? Ce village reçut le nom d'Édimbourg en 1867, lors de la visite du prince Alfred, duc d'Édimbourg et fils de la reine Victoria.
Pour rendre hommage à cet illustre visiteur qui avait fait le déplacement jusqu'à cette île perdue au bout du monde, l'unique agglomération de l'île fut baptisée en son honneur. Selon la légende, le village s'appelait à l'origine simplement Edinburgh. Plus tard, les habitants de l'île, animés d'un certain patriotisme et d'un goût prononcé pour le romantisme, y ajoutèrent « of the Seven Seas ». L'expression « of the Seven Seas », des sept mers, est en réalité un ancien terme de navigation. Depuis l'Antiquité, les marins utilisaient cette expression pour désigner l'ensemble des mers et des océans afin d'évoquer leur immensité et leur éloignement. Dans ce contexte, le nom Edinburgh of the Seven Seas pourrait être traduit par Édimbourg au milieu de toutes les mers du monde. Ce nom souligne l'isolement presque total de leur petit univers, perdu au milieu des océans et loin de toute civilisation. Cela dit, les habitants appellent généralement leur village tout simplement le settlement, c'est-à-dire la colonie ou le village. À vrai dire, il serait difficile de trouver une localité plus isolée que celle-ci. Pour s'y rendre, l'envie seule ne suffit pas. Il faut être prêt à affronter l'immensité des distances, les caprices de la nature, ainsi que les efforts physiques et les dépenses que le voyage exige. Il existe essentiellement deux façons de rejoindre Edinburgh of the Seven Seas. La première est aussi la plus risquée et celle qui demande le plus de connaissances nautiques. Elle consiste à acheter ou à louer un yacht. Il faut d'abord se rendre au Cap, puis prendre la mer à bord d'un voilier et traverser les eaux tumultueuses des 40e rugissants jusqu'à cette petite île volcanique perdue dans l'océan. Si tout se passe bien, vous arriverez au bout d'environ 18 jours. Dans le pire des cas, vous pourriez ne jamais arriver. Et même une fois l'île en vue, il ne faut surtout pas relâcher son attention. Il vous faut d'abord trouver un endroit où accoster, puis éloigner rapidement l'embarcation du rivage, sous peine de l'avoir projetée contre les rochers. La deuxième méthode demande moins de courage, mais beaucoup plus de patience et de temps. Elle consiste à embarquer à bord du navire sud-africain S.A. Agulhas II. Lorsque les conditions sont favorables, ce navire relie le Cap à Edinburgh of the Seven Seas en environ 6 jours. Cependant, il n'effectue que quelques voyages par an et les places sont toujours très limitées. Il faut donc réserver longtemps à l'avance. Autrement dit, si vous pouvez vous permettre de prendre plus de 6 mois de vacances, cette option mérite peut-être réflexion. Et pour ceux qui détestent attendre ou qui ont l'âme d'aventurier, il existe également une solution intermédiaire. Vous pouvez par exemple essayer de trouver un emploi à bord des bateaux de pêche de la société Ovenstone Agencies, ou encore tenter votre chance en contactant les descendants du duc d'Édimbourg. Peut-être auront-ils envie de revoir la ville qui porte le nom de leur illustre ancêtre. Au fait, avant de visiter l'île, n'oubliez pas d'obtenir l'autorisation de l'administrateur local ainsi que celle du conseil insulaire. Vous devrez également fournir un extrait de casier judiciaire en anglais et expliquer de manière assez détaillée les raisons de votre visite. Pour ce qui est des formalités, c'est à peu près tout. Il ne vous restera plus qu'à faire apposer sur votre passeport le fameux tampon de l'île. La vie au bout du monde. Vivre à Tristan da Cunha, disons-le franchement, n'est pas fait pour tout le monde. Concrètement, le mode de vie qui y règne est particulièrement atypique, même parmi les îles les plus isolées. Prenons par exemple l'île de Sainte-Hélène, la plus proche. Bien qu'elle soit située à peu près à la même distance des grands centres de civilisation, elle compte plus de 4000 habitants et possède même un aéroport. Tristan da Cunha, en revanche, n'a pas d'aéroport et n'en aura probablement jamais. L'île est tout simplement trop montagneuse et trop petite pour permettre la construction d'une piste d'atterrissage. Jusqu'à une époque récente, la connexion Internet y était lente et instable, mais l'arrivée de Starlink a considérablement amélioré la situation. Cependant, l'isolement de l'île demeure inchangé, et les communications, les équipements ainsi que leur maintenance restent fortement dépendants de la météo et des approvisionnements venus de l'extérieur. Le réseau routier est lui aussi extrêmement limité. Il se résume essentiellement aux routes du village et à une unique route menant aux Potato Pitches, que les habitants surnomment en plaisantant la M1. Les Potato Pitches sont de petites parcelles agricoles protégées du vent par des murs de pierre. C'est là que les habitants cultivent leurs pommes de terre et élèvent principalement du bétail, notamment des bovins. Avant l'arrivée d'Internet, les hommes de l'île avaient pour habitude d'y organiser des barbecues pendant leur temps libre. Ici, on appelle cela un braai, selon la tradition sud-africaine. La musique et le chant choral figurent également parmi les loisirs préférés des habitants.
Les plus romantiques aiment simplement se promener dans les vastes plaines verdoyantes de leur île bien-aimée. Quant aux plus énergiques et téméraires, ils descendent jusqu'au rivage de l'océan, ou se lancent à l'assaut du volcan local, culminant à 2062 mètres d'altitude. L'altitude n'est pas exceptionnelle en soi, mais comme l'ascension commence au niveau de la mer, la randonnée est bien plus exigeante qu'elle en a l'air. Cela dit, selon les habitants eux-mêmes, beaucoup finissent malgré tout par passer leur temps libre devant un écran. D'une certaine manière, cela rapproche les résidents de ces endroits hors du commun des habitants des villes ordinaires. Mais ce n'est pas forcément une bonne chose. Puisque nous parlons de technologie, voyons aussi comment l'électricité est produite ici. Là encore, la réponse n'est pas simple. L'essentiel de l'électricité provient de générateurs diesel alimentés en carburant, acheminés par bateau depuis le Cap. L'énergie éolienne vient compléter ce système. Mais dans les 40e rugissants, personne ne risque de manquer de vent. Une partie de l'énergie est également produite grâce à la force hydraulique des petits cours d'eau de l'île. En 2025, une petite installation solaire a également été mise en service afin d'alimenter certains bâtiments administratifs ainsi que les équipements Starlink. Néanmoins, le système électrique a ses limites et l'électricité y est utilisée avec bien plus de précautions que dans une grande ville. Les habitants savent parfaitement qu'elle pourrait être fortement rationnée à tout moment. Pour tout dire, il serait presque plus rapide de dresser la liste de ce qui est abondant sur cette île que de ce qui lui manque. Et c'est précisément ce qui fait son charme. Au 21 mars 2026, la population de ce village, autrement dit de toute l'île, était de 221 habitants, dont 115 femmes et 106 hommes. Parmi eux, seules 2 personnes ne sont pas originaires de l'île, une femme et un homme. Tous 2 sont mariés à des habitants locaux. Tous les autres sont nés sur cette île. Toutefois, aujourd'hui encore, la plupart des insulaires passent leur premier mois de vie dans une maternité du Cap. Les accouchements sur Tristan da Cunha restent rares, et de nombreuses familles choisissent encore ou sont contraintes de se rendre au Cap pour la naissance de leur enfant. Depuis l'ouverture du centre médical Camogli, quelques enfants sont néanmoins nés sur l'île, y compris durant la pandémie de Covid-19. En dépit de cela, la société d'Edinburgh of the Seven Seas continue de vieillir progressivement. Selon un habitant nommé Alistair, durant toute la période où il a vécu sur l'île, 15 personnes sont décédées, tandis que seulement 2 enfants sont nés. Pourtant, ceux qui restent n'ont aucune intention de quitter cette île isolée. Fait remarquable, même après l'éruption volcanique de 1961, leur attachement à leur terre natale n'a jamais faibli. Il s'agissait pourtant d'une éruption majeure survenue sur cette petite île qui n'est, au fond, que le sommet d'un immense volcan actif. De nombreux bâtiments furent détruits, mais tous les habitants réussirent à être évacués. Beaucoup passèrent cette période difficile au Royaume-Uni. On pourrait croire qu'ils se seraient alors habitués au confort de la vie moderne, mais c'est exactement l'inverse qui s'est produit. 2 ans plus tard, une grande partie des habitants retourna dans ces maisons reconstruites et reprit une existence pratiquement identique à celle qu'elles menaient auparavant. Pourquoi les habitants ne quittent-ils pas l'île ? Il est assez difficile d'apporter une réponse unique et définitive à cette question fascinante. Il est probable que ce soit l'accumulation de plusieurs facteurs qui poussent les habitants à rester ici. L'une des principales raisons est la force des liens qui unissent les membres de la communauté. Sur cette île, chacun dispose d'un emploi stable et avec lui, d'un revenu assuré. Les principales rentrées de devises proviennent de la pêche et de la transformation de la langouste, tandis que l'économie quotidienne repose sur l'agriculture, les objets souvenirs et un tourisme à petite échelle. Tous les habitants possèdent leur propre logement. Ce ne sont pas de luxueuses villas équipées de tout le confort moderne, mais ils sont néanmoins satisfaits de leur maison. Plus important encore, chacun a le sentiment de pouvoir compter sur les autres, et c'est là une différence fondamentale avec les grandes sociétés modernes. Malgré un climat difficile, la vie sur cette île est paisible et rassurante. Il n'y a pratiquement pas de criminalité ici, au point qu'il n'est même pas nécessaire de verrouiller les portes des maisons. Cette localité ne possède ni banque, ni hôtel, ni université, ni centre commercial, mais une petite école, un modeste centre médical, 2 églises, un bureau de poste, un bar et une usine de transformation de langoustes suffisent largement à ses habitants. Et surtout, il y a cette nature calme et préservée. Ne trouvez-vous pas qu'un endroit entouré d'une eau aussi limpide, d'un air toujours aussi pur et d'un océan qui s'étend à perte de vue ressemble à un cadre de vie idéal ? Vous souvenez-vous du voyageur qui disait qu'on pouvait même entendre l'herbe pousser ?
Ce silence auquel les habitants sont habitués est précisément l'un des ingrédients essentiels d'une vie avec moins de stress. Ils se sont également parfaitement habitués à une existence sans embouteillage ni agitation permanente. Ils apprécient profondément ce rythme de vie paisible. Après tout, les notions de distance et d'isolement sont relatives. De plus, la plupart des habitants descendent des premiers colons, et cette attirance pour les lieux reculés s'est peut-être transmise naturellement de génération en génération. Aux yeux du reste du monde, cette île n'est qu'un petit bout de terre perdu au milieu de l'océan, mais pour ses habitants, c'est leur seule et unique patrie. C'est ici qu'ils peuvent vivre auprès de ceux qu'ils aiment, au cœur d'une nature presque intacte, avec un sentiment profond d'être exactement à leur place. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la soutenir avec un like et à la partager avec vos amis. Merci de nous avoir regardés. À bientôt. Au revoir.